Bonjour et bienvenue pour notre webinaire Association Comment rebondir, découvrez les solutions qui vous conviennent. Nous avons souhaité organiser ce webinaire pour plusieurs raisons. D'une part, car nous constatons aujourd'hui que le niveau de sollicitation du Fonds de solidarité par les associations est moins important que pour d'autres acteurs économiques. Nous avons donc souhaité vous fournir des informations actualisées sur le sujet. C'est la raison pour laquelle Lucie Suchet, responsable plaidoyer au mouvement associatif, vous détaillera les modalités actuelles de recours à ce fonds, suite notamment au dernier décret paru à ce sujet très récemment. Ensuite, au-delà de ces solutions de court terme pour rebondir, se relancer, il y a fréquemment nécessité de bâtir une stratégie financière de plus long terme pour consolider son modèle socio-économique. C'est ce que Emmanuel Maudet, responsable des études et veille stratégique, et Axel de Tamecker, chargé d'études à France Active, suivi de Rodolphe Andrès, qui est chargé d'affaires économie sociale et institutionnelle au Crédit Coopératif, vous présenteront. L'idée était aussi, et nos intervenants y reviendront, de dire l'importance de l'accompagnement, du diagnostic à réaliser avant de mobiliser les différents outils que nous allons évoquer pendant ce webinaire. Nous n'aborderons pas tous les outils, bien sûr, et ils ne sont pas tous adaptés pour tout et pour tout le monde. Nous en avons choisi certains sur lesquels il nous semblait plus pertinent de nous arrêter aujourd'hui, car il y avait un certain nombre de questionnements sur ce sujet. Au-delà de ça, l'idée est surtout de vous donner quelques clés, de vous indiquer les ressources, à la fois en livrable mais aussi en accompagnement, pour faciliter votre relance en fonction des réalités de votre association. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Nous sommes un petit peu impressionnés par l'attente qu'a pu susciter ce webinaire. On sait déjà qu'on ne comblera pas toutes ces attentes en 1h30, mais on espère pouvoir ne pas provoquer trop de déception de votre part aujourd'hui et de vous donner au moins à chacun quelques éléments qui vous permettront de continuer à animer votre projet associatif sur chacun de vos territoires. Je tiens à remercier France Active et le Crédit Coopératif pour leur participation conjointe à ce webinaire, mais aussi la mutuelle Corum qui assure la partie technique de ce webinaire qui est un peu hors norme pour nous puisque nous avons 391 connexions, ce qui ne nous était jamais arrivé à Corum non plus. Donc on espère que vous aurez une bonne qualité d'écoute. Nous ne répondrons peut-être pas à toutes les questions, mais en tout cas on aura à cœur d'y répondre dans la suite de ce webinaire. Voilà, il ne me reste plus qu'à laisser la parole à Lucie et à la remercier elle aussi pour sa présence pour nous présenter le Fonds de solidarité. Merci Marion. Alors bonjour à toutes et tous. Je me permets de vous souhaiter une bonne année déjà pour commencer. Moi je vais vous présenter les modalités d'accès au Fonds de solidarité. J'ai choisi de vous mettre une petite caricature pour commencer cette présentation car nous avons eu beaucoup de difficultés sur ce fonds de solidarité qui, au tout début, dès mars, avril, n'était pas forcément adapté dans sa rédaction juridique aux associations. Donc ça a beaucoup bougé et c'est un peu l'objet de ma présentation, de vous montrer ce qui est possible aujourd'hui avec cet outil. Donc le fonds de solidarité, c'est une nécessaire appropriation par les associations. Lorsqu'on a lancé notre enquête avec Recherche et Solidarité, le RNMA, donc en juin 2020, 40% des associations employeuses avaient activé un dispositif d'aide. Et parmi les dispositifs d'aide qui étaient accessibles, notamment pour les moins de 10 salariés, il avait été, le Fonds de solidarité, activé par 40% des associations. À l'automne 2020, le secrétariat d'État en charge de l'ESS nous a indiqué que seulement 15 000 associations y avaient eu recours. Donc, on peut expliquer ce faible recours parce que si on compare aux autres entreprises, il est relativement faible, à la fois par des règles qui ont évolué au fil des mois. Beaucoup d'associations, temps du premier confinement, ont demandé à avoir accès à ce fonds et parfois ont essuyé des refus, donc ça les a un peu refroidis. D'autres ont trouvé que c'était trop compliqué. Les règles ont pas mal bougé, effectivement, comme j'ai pu vous le dire précédemment. Et puis, il y a un besoin de plus informer les associations pour qu'elles y recourent davantage, et c'est un peu l'objet de ce webinaire aujourd'hui, pour vous donner quelques clés pour y accéder, sachant qu'il est beaucoup plus accessible que précédemment. Donc, quelles associations sont concernées concrètement par ce fonds?
Donc, ce sont les associations lucratives non employeuses, donc celles qui sont soumises aux impôts commerciaux, ou bien les associations employeuses, donc de 1 à 50 salariés, qui répondent aux critères suivants. Donc, être domicilié fiscalement en France, avoir débuté son activité avant le 30 septembre 2020 ou le 31 août 2020, selon le mois concerné par la demande du Fonds de solidarité. Et les dirigeants de l'association, c'est un peu, si c'est dit comme ça, mais c'est assez logique, les dirigeants de l'association ne doivent pas être des salariés, ils ne doivent pas être titulaires d'un contrat de travail à temps complet. Donc voilà les différents critères, donc c'est bien, soit on est lucratif et on paye des impôts commerciaux et on peut accéder au Fonds de solidarité, soit on est une association employeuse, sachant que les critères ont bougé là-dessus. Auparavant, c'était réservé aux moins de 10 salariés. Maintenant, on est sur des associations qui vont jusqu'à 50 salariés. Concrètement, quel montant ce Fonds de solidarité? Donc, on a un montant d'aide qui diffère selon la situation de l'association, avec 3 cas. Le cas numéro 1, c'est les associations qui sont fermées administrativement. Elles peuvent avoir accès à un Fonds de solidarité jusqu'à 10 000 €. Un cas numéro 2, qui ne concerne que certains secteurs. Donc ce sont les associations durablement touchées par la crise de certains secteurs tels que le tourisme, l'événementiel, la culture, le sport et les secteurs liés. Et je reviendrai sur les informations qu'on vous transmettra par la suite pour vous lister un peu ces secteurs liés dont on parle. Et ces associations dans le cas numéro 2, qui ne sont pas fermées, mais qui subissent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Et ces associations-là, elles peuvent avoir jusqu'à 10 000 € avec le Fonds de solidarité. Enfin, on a un troisième cas, qui sont toutes les autres associations impactées par la crise, qui subissent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%, et celle-ci, le Fonds de solidarité est limité à 1 500 €. C'est souvent la majorité des cas. Alors, pour vous dire quelle définition du chiffre d'affaires dans le cadre du Fonds de solidarité appliqué à une association, la notion de chiffre d'affaires a été adaptée aux associations, donc ça c'est important de le savoir. Donc le chiffre d'affaires dans une association correspond au total des ressources de l'association, moins les dons des personnes morales de droit privé, les subventions d'exploitation, les subventions d'équipement et les subventions d'équilibre. Donc c'est bien cette définition-là lorsqu'on vous demande de justifier de la perte de 50% de votre chiffre d'affaires. Alors, il y a des règles spécifiques pour bénéficier du Fonds de solidarité selon les mois qui sont concernés. Donc là, bien entendu, je ne vous ai pas remis les mois avant octobre, etc., puisque les déclarations sont passées. Donc vous avez deux possibilités pour le mois de novembre et pour le mois de décembre 2020. Pour le mois de novembre, donc l'association a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% en novembre par rapport au chiffre d'affaires de novembre 2019, ou si elle le souhaite, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019. Donc la demande d'aide, elle doit être effectuée en ligne sur le site impôts.gouv.fr au plus tard le 31 janvier 2021. Plusieurs justificatifs sont demandés, alors je vous les liste rapidement. La justificatif soit que vous payez des impôts commerciaux, soit que vous employez des salariés, une estimation du montant de votre chiffre d'affaires, de la perte de votre chiffre d'affaires, et une déclaration sur l'honneur que l'association remplit les conditions pour bénéficier de l'aide, et enfin bien sûr les coordonnées bancaires. Pour le mois de décembre, on est sur la même déclarations adaptées bien sûr au mois de décembre avec les mêmes justificatifs. Par contre, et ça concerne beaucoup d'associations qui souhaitent demander aujourd'hui le Fonds de solidarité, la demande d'aide, elle est à effectuer au plus tard le 28 février 2021 pour le mois de décembre, sachant que le formulaire a été mis en ligne la semaine dernière, je crois vraiment très récemment, pour pouvoir accéder à cette aide pour décembre. On nous a également annoncé des évolutions à venir pour le Fonds de solidarité. Donc je veux d'ores et déjà vous en dire quelques mots, tout en sachant que nous attendons un décret. Donc dans les évolutions à venir, le Fonds de solidarité va se restreindre à partir de 2021. Donc à partir du mois de janvier, seules les structures les plus touchées par la crise, celles qui sont fermées administrativement et celles ouvertes mais qui appartiennent à certains secteurs dont je vous ai cité quelques exemples tout à l'heure, donc le tourisme,
la culture, le sport, l'événementiel, vont pouvoir prétendre au fonds de solidarité jusqu'à 10 000 euros. À l'inverse, les autres structures n'auront plus droit à ces aides, y compris l'aide universelle de 1 500 euros du fonds de solidarité. Un nouveau décret doit paraître, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous pourrez accéder, donc pour le mois de décembre et de novembre, selon les déclarations qui sont à faire au plus tard le 28 janvier et le 28 février, selon les mois concernés, encore au fonds de solidarité. Par contre, pour les pertes qui vont être occasionnées pour janvier 2021, si vous n'êtes pas dans certains secteurs ou si vous n'êtes pas fermé administrativement, vous n'aurez plus accès à ce fonds. Voilà un petit peu les règles générales qui sont applicables au fonds de solidarité pour les mois à venir. Donc maintenant, peut-être on peut prendre quelques questions. J'espère avoir été clair. En tout cas, ce support vous sera transmis, ainsi que l'infographie que nous avons réalisée sur ce fonds de solidarité dans lequel vous retrouverez les différents liens. Et maintenant, je vais prendre peut-être quelques questions, s'il y en a. Alors oui, il y en a. Il y a un participant qui demande quid des adhésions dans le calcul du chiffre d'affaires. Est-ce qu'elles sont prises en compte dans le chiffre d'affaires ou alors elles sont à déduire dans le calcul? Elles sont à prendre en compte, elles ne sont pas à déduire. Ce qui est vraiment à déduire, c'est la liste des subventions que vous avez listées et les dons. Sur la question du chiffre d'affaires, c'est une personne qui travaille dans le cadre du spectacle vivant. Je ne sais pas si on pourra répondre à la question qui est un peu précise, mais il est demandé si un apport de coproduction qui est facturé entre dans l'assiette de calcul. Alors moi, je n'ai pas la réponse sur une question si précise, mais par contre, nous prenons toutes vos questions et on pourra envoyer, selon la situation, à notre contact au ministère en charge de l'économie sociale et solidaire qui nous répond régulièrement sur ce type de questions très particulières. Ensuite, il y a une question sur le calcul du chiffre d'affaires. Est-ce que les aides à l'emploi sont à inclure dans les subventions ou est-ce que l'on doit les déduire cette aide du fonds perçu pour le mois d'avant? Donc, est-ce que les aides à l'emploi sont considérées comme de la subvention? Alors là, je vais refaire la même réponse que précédemment. Ça fait partie des questions très précises, sectorielles. Donc là, on doit poser la question. Mais je peux en tout cas vous dire que sur les fonds GEP, par exemple, donc les aides à l'emploi sur la partie jeunesse et éducation populaire, elles étaient incluses. Voilà. Mais je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres aides à l'emploi. Elles étaient incluses dans le calcul des subventions ou alors dans les calculs des fonds? Dans le calcul des subventions. D'accord, dans les subventions. Donc on est plutôt sur une réponse où les aides à l'emploi seraient considérées comme de la subvention, donc à déduire. Voilà, mais avec sous réserve d'interroger à ce propos le ministère. Est-ce que les entreprises adaptées ont droit à cette aide? Si elles répondent aux deux critères, donc soit payer les impôts commerciaux, soit employer moins de 50 salariés. Oui. Alors, j'essaye de... Il y a une question pour savoir si on doit faire plusieurs fois la demande, c'est-à-dire au mois, est-ce qu'on doit la faire tous les mois? Tout à fait, vous devez le faire pour chacun des mois, pour novembre et pour décembre et pour janvier si vous êtes éligible. Est-ce que le chiffre d'affaires est calculé sur le mois pour lequel l'aide est demandée ou sur l'année? Alors c'est au choix. Il y avait les deux possibilités, alors je vais vous remettre peut-être la slide. Il y avait effectivement donc les deux possibilités, soit le chiffre d'affaires de décembre, donc du mois concerné, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen. Très bien. Alors il y a une question qui effectivement se pose pour les associations qui n'ont pas de salariés, qui ne sont pas soumises aux impôts commerciaux. Alors elles n'ont pas malheureusement accès au fonds de solidarité. Alors, il y a une question qui est un peu la même que celle d'avant sur le fait de demander, est-ce qu'on peut demander le fonds de solidarité sur plusieurs mois, par exemple novembre et décembre? Oui. Quel est le délai de versement à partir du moment où on a fait la demande de fonds? Alors ça, je n'ai pas l'information, sachant que ça a été très variable selon les mois concernés. Alors, on nous garantit à chaque fois que ça va très vite, mais je n'ai pas de délai à indiquer. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, et ce sera mis peut-être dans le chat par mon collègue qui régule le chat, que vous avez un numéro spécial au secrétariat de l'ESS sur le sujet de fonds de solidarité notamment et les aides en général.
Donc, si vous avez aussi des questions très sectorielles à poser, donc il y a un numéro qui va vous être indiqué, mais je vous le dis à l'oral aussi, c'est le 0806 00 245. Et ainsi qu'un mail spécifique pour vous, qui vous sera mis dans le chat aussi, qui est infocovid.ess@cabinet-finance-gouv.fr. On vous communiquera ces éléments-là, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une réponse aussi opposable lorsque vous interrogez le ministère. Alors, il y a une question que je demanderai aux participants peut-être de préciser, parce que là, je ne suis pas sûre qu'on puisse y répondre, sur la question des cotisations sans contrepartie ou avec une contrepartie disproportionnée. Faut-il quand même les compter dans le chiffre d'affaires? Je ne suis pas sûre qu'on puisse comprendre cette question des contreparties sans que le participant le précise. Comptablement, ce n'est pas de la vente de produits ou de services. Donc peut-être sur le prochain temps de réponse que la personne qui a posé cette question nous la précise un petit peu pour qu'on puisse y répondre pour avoir une réponse plus claire. En tout cas, ce qu'il faut avoir vraiment en tête, hein, c'est que tout est compris dans l'assiette et on déduit juste les subventions et les dons. Donc normalement, des cotisations, c'est pas des. L'enjeu était vraiment de, si je comprends bien, Lucie, sur ce fonds de solidarité, c'était de ne pas intégrer l'apport de l'État par d'autres canaux que celui du fonds de solidarité. C'est-à-dire que les subventions et le mécénat sont déjà des dons et des appuis. Donc le but, c'était de ne pas intégrer ça dans le chiffre d'affaires et de soutenir les associations en tant qu'acteurs économiques dans un champ d'activité spécifique. Si on résume un peu. Tout à fait, car peut-être pour rappel à tous les participants, au début, quand le fonds de solidarité est paru et le décret est paru, on avait une définition du chiffre d'affaires qui était totalement inadapté aux associations et on ne pouvait pas accéder à ce fonds de par le fait que la définition juridique du chiffre d'affaires ne nous allait pas du tout. Donc il a fallu quand même beaucoup de discussions à l'époque avec le service du haut-commissaire à l'ESS qui a fait que la définition a évolué et c'est elle dont on vous livre aujourd'hui. Et en tout cas, voilà, ça fait partie des choses à avoir en tête. Alors, il y a une question sur les subventions sont comptabilisées dans le chiffre d'affaires, donc non. Elles sont mises à part, justement. C'est la question de la déduction du chiffre d'affaires de ces subventions, comme on vient de le préciser. Peut-on choisir de changer d'un mois sur l'autre la référence du chiffre d'affaires mensuel moyen ou du mois de référence? Alors, les textes sont totalement imprécis là-dessus, mais dans le silence des textes, pour moi, vous pouvez. C'est-à-dire que si le mois de novembre, vous préférez avoir le calcul sur les mois mensuels moyens de 2019 plutôt que de voir novembre 2019, vous pouvez très bien faire cette option, une option pour le mois de novembre et une autre option pour le mois de décembre. Pour les associations qui ont des difficultés en début d'année 2021 et qui répondent aux critères, la date limite sera a priori plus tard, après la date limite du 28 février, où on attend le décret pour savoir. On attend le décret pour savoir. Là, on a juste l'information que pour décembre 2019, c'est le 28 février, et pour le reste, on ne sait pas encore. Il y a une question un peu concrète sur, donc si nous avons un chiffre d'affaires de 30 000 € en décembre 2019 et 0 € en décembre 2020, nous allons percevoir 10 000 €? Alors ça dépend le calcul qui va être réalisé sur la partie chiffre d'affaires, mais en tout cas, la base de l'assiette, c'est bien 2019, hein, c'est pas du tout 2020. Très bien. Une association sans employés, mais qui travaille avec des intervenants auto-entrepreneurs. Avons-nous le droit au fonds de solidarité? Est-ce que cette association paye de l'impôt? Enfin, paye de l'impôt sur les sociétés. Si c'est le cas, elle a accès. Si ce n'est pas le cas, elle n'a pas accès. Très bien. Eh bien, pour le moment, nous n'avons plus de questions qui nous viennent sur ce sujet. Nous aurons un temps de questions en fin, juste après l'intervention de France Active et du Crédit Coopératif. Nous reprendrons un certain nombre de questions sur le fonds de solidarité. N'hésitez pas à nous les transmettre. Et voilà.
Je suis perdue dans mes notes. Trahi par le direct. Emmanuel et Axel, dans nos échanges pour la préparation de ce webinaire, vous avez insisté sur l'importance du diagnostic préalable avant la mobilisation des solutions financières. J'en ai parlé dans mes propos introductifs. Le prêt relève solidaire intègre cette dimension de diagnostic, en plus d'une offre de prêt. Vous allez nous en dire plus sur ce sujet. D'autre part, dans nos échanges, vous avez fait remonter un certain nombre de réticences que les associations peuvent avoir parfois à s'endetter, puisque c'est un risque pour les associations. Pourrez-vous nous en dire plus sur les cas où cela vous semble être une idée pertinente à mobiliser ou pas? Et enfin, on parle beaucoup actuellement de la question de l'apport en fonds propres et des différents leviers pour y aboutir. Là aussi, qui peut y recourir et dans quel cas? Je vous laisse la parole. Merci Marion, merci Lucie et puis merci aux organisateurs de nous avoir invités pour ce webinaire. Alors je ferai une présentation en duo à deux voix avec ma collègue Emmanuel qui est pas très loin de moi mais qui tient tout de même les distances pour qu'on puisse parler sans masque. Ce que je vous propose avant, effectivement, on rejoint tout à fait ce que tu disais Marion sur la question du diagnostic des fonds propres et des solutions d'endettement. Ce que je vous propose avant très vite, avant de commencer, peut-être de vous faire une présentation extrêmement succincte de France Active. Peut-être que tout le monde ne connaît pas France Active. Alors France Active, c'est un réseau associatif. Nous sommes des associations. Pourquoi des? Puisqu'on est répartis sur tout le territoire français et nous avons notre réseau compte à peu près 40 associations territoriales, donc qui sont réparties sur vraiment toute la France. Ce qu'on propose, nous, notre projet, c'est d'accompagner les entrepreneurs engagés. Dans les entrepreneurs engagés, il y a aussi bien de la création d'entreprises de personnes, par exemple, éloignées de l'emploi, que les projets ESS et en particulier les associations. Alors, nous, comment on soutient les entrepreneurs engagés? On les soutient à travers, comme vous pouvez le voir sur la slide, à travers 3 sociétés financières. Alors, c'est pas très important en soi, mais ce qu'on va proposer aux entrepreneurs engagés, c'est du financement, des garanties et puis de l'accompagnement. Pour vous donner un petit ordre d'idée, en 2019, on a pu soutenir 1500 entreprises de l'ESS. Dedans, on inclut les associations. À tout stade de vie, que ce soit au niveau de la création, que au niveau du changement d'échelle ou de l'amorçage. Et puis en plus, le réseau France Active, en plus de ses outils financiers et d'accompagnement, porte une partie du dispositif local d'accompagnement. Peut-être que vous connaissez très bien ce dispositif. En tout cas, c'est un dispositif gratuit mis en place par l'État qui propose un accompagnement gratuit aux associations et plus largement aux entreprises de l'ESS sur des thématiques de modèle économique, organisation RH, etc., etc. Et dans ce cadre-là, donc France Active dans certaines parties de la France porte une partie de ces DLA et on compte près de 3000 associations accompagnées dans le cadre de ce dispositif local d'accompagnement en 2019. À côté de ça, donc il y a cette partie financement, accompagnement des associations. À côté de ça, le réseau France Active, ou en tout cas France Active, la tête de réseau, porte ce qu'on appelle le centre de ressources DLA Financement. Simplement, c'est que à travers cette mission de centre de ressources, notre mission, c'est d'appuyer le dispositif local d'accompagnement sur tout ce qui concerne les questions de financement, mais aussi des questions de modèle économique et de pilotage. Alors pourquoi je vous parle du centre DLA Financement? Simplement parce que on a pu faire plusieurs actions pendant cette crise. On a été vraiment assez actifs comme France Active d'ailleurs, France Active pardon, ainsi que les autres centres de ressources et les DLA. Ce qu'on a pu faire pendant cette crise sanitaire, c'est que déjà on a fait un premier travail d'observation
de l'impact en fait de cette crise sur le réseau, sur les entreprises de l'ESS et en particulier sur les associations. Alors, nos observations, elles sont basées aussi bien sur le travail de tout le réseau France Active, puisqu'on accompagne quotidiennement sur le terrain beaucoup d'associations. Et puis on s'est basé également sur plusieurs études. J'en profite pour saluer l'étude qui a été menée par Recherche et Solidarité et le mouvement associatif sur l'impact de la crise. Alors il y en a eu plusieurs. Mais en tout cas voilà, on a fait un premier travail d'observation et ce qu'on constate, c'est que effectivement l'impact de la crise il est vraiment différencié différencié. Il y a un impact différencié selon on va dire le modèle de revenu de l'association, puisque vous avez des modèles de revenus assez différents. Vous avez rendre service aux membres, donc là on a un modèle de revenu qui est basé sur, par exemple, de la cotisation. Vous avez évidemment des associations qui basent leur activité sur des recettes d'activité et des associations qui sont financées par un tiers financeur. Ce qu'on constate, et beaucoup d'autres études l'ont montré, que ce soit au niveau sectoriel ou comme l'a pu le montrer aussi le mouvement associatif, c'est que les enjeux de court terme, les enjeux de trésorerie ne se jouent pas de la même façon. On remarque que les associations qui basent leur modèle de revenus sur des recettes d'activité ont été beaucoup plus touchées par cette question. Donc ça, c'est le premier constat. Je pense que c'est important de le rappeler. Le deuxième constat, c'est que il y a eu énormément de mobilisation de différents acteurs. L'État et les administrations déconcentrées, les collectivités territoriales, les réseaux associatifs également, et les autres acteurs publics, je pense notamment à la Banque des Territoires, le DLA également. Alors, d'un côté, effectivement, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait énormément de mobilisation. De l'autre, c'est qu'il y avait un vrai besoin des associations, notamment, de pouvoir se repérer dans toute cet écosystème de toutes ces mobilisations. Et ça, j'enchaîne sur la deuxième partie de notre action, après le constat qu'on a pu faire, c'est qu'on a mis en place une boîte à outils. Alors c'est le slide précédent, mais on vous le communiquera, on vous a mis les liens. Et ce qu'on vous propose dans cette boîte à outils, c'est de centraliser et de rationaliser un peu toute cette information, de valoriser aussi le travail des partenaires publics, privés, associatifs. Je pense notamment à la Banque des Territoires, les régions, les réseaux associatifs, l'État, etc. Ce qu'on propose également, c'est une mise à jour régulière de cette boîte à outils, et donc on prendra effectivement tout le travail de veille qu'est en train de faire le mouvement associatif au sujet du fonds de solidarité. Donc voilà, ça c'est un peu notre deuxième action, fournir un peu d'informations, essayer de rationaliser, essayer de donner des repères en fait aux associations face à cette crise. Deuxième activité qu'on a pu faire également, c'est produire un guide. On l'a produit en début d'année, hasard ou pas, en tout cas ça a pu servir beaucoup d'associations. Et dans ce guide-là, on revient justement, le guide qui s'appelle Je redresse la barre, on revient justement sur ces situations de crise, notamment pour les entreprises de l'ESS et en particulier pour les associations. On revient notamment sur la façon dont on va faire un diagnostic, quelles sont les premières mesures à prendre, quels acteurs et quelles procédures contacter. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site de France Active. Pour terminer ma partie, effectivement, Marion, tu disais, et on l'a vu dans tous nos échanges, un peu de préparation de la visio, c'est que on parlait beaucoup de financement, et effectivement, la plupart des mesures qui ont été mises en place, c'est beaucoup de financement. Il y a eu une forte mobilisation du DLA, certes, mais c'est beaucoup d'offres financières qui ont été proposées. Nous, ce qu'on veut souligner à France Active, c'est que avant le financement, il y a un besoin très important en matière de diagnostic. Alors pourquoi il y a un besoin de diagnostiquer? Simplement parce qu'il y a plusieurs besoins en fait, quand on est en situation d'urgence, c'est de comprendre sa situation, c'est d'avoir un peu de visibilité, où est-ce qu'on en est dans 3-6 mois, de prendre du recul
et de pouvoir se repérer dans cet écosystème d'aide, etc. Je vous en ai parlé brièvement. Alors pourquoi diagnostiquer? Donc je vous l'ai dit, ça répond à des besoins effectivement. Ça permet 2 points en fait, très importants. C'est déjà de trouver des bonnes solutions et les prioriser, des solutions de financement. Donc on va voir que aller sur de l'endettement, c'est pas la même chose que demander des aides. Ça répond pas forcément aux mêmes besoins. Donc ça permet de trouver les bonnes solutions de financement. Ça permet d'activer certains leviers, notamment la gouvernance, le modèle économique, l'outillage, etc. Donc ça, c'est le premier point. Trouver les bonnes solutions, mais c'est aussi permettre de mieux communiquer avec ses partenaires et de mobiliser en interne. C'est de communiquer avec sa banque, les financeurs, les salariés, les bénévoles, puisque quand on est en situation de crise, effectivement, un des enjeux les plus importants, et ça on l'a vu, le point de réussite, c'est au-delà d'un bon diagnostic, c'est aussi une bonne mobilisation, capable de mobiliser des compétences en interne, en externe, etc. Alors, pour donner simplement un petit exemple, il y a quand même 2 points sur la façon de diagnostiquer. C'est qu'à la fois, je vous l'ai dit, il y a besoin de visibilité, donc c'est identifier les degrés d'urgence, mais c'est aussi identifier la nature de ces difficultés, puisque une difficulté peut être de différentes natures. Est-ce que c'est une difficulté simplement de trésorerie? Est-ce que c'est une difficulté liée à la gouvernance? Est-ce que c'est une difficulté liée au modèle économique? Voilà. Ça va vous permettre aussi, enfin en tout cas le diagnostic doit repérer les ressources mobilisables, les marges de manœuvre, etc. Tout ça, évidemment, il y a un besoin d'outillage pour permettre de bien diagnostiquer sa situation. Justement, c'est ce que, et là je vais passer la parole à ma collègue, c'est ce que propose le pacte Relance France Active, qui répond à un vrai besoin d'accompagnement et de diagnostic de sa situation. Désolée, on fait des changements de personnes en live. Bonjour à tous, merci à nouveau au mouvement associatif pour cette invitation. Donc comme le disait effectivement Axel, du coup fort de tous ces constats, de l'analyse qu'on a pu faire de l'impact de la crise, enfin, nous-mêmes et puis avec évidemment toutes les analyses que d'autres acteurs, en particulier le mouvement associatif, ont pu faire. Donc il y a toute une action évidemment de mise en place par France Active pour essayer d'appuyer les associations dans ce contexte très compliqué. Alors juste un bref rappel, mais il y a une action, déjà pour donner un peu ce qui nous a animés depuis un an, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est, comme le disait Axel, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par plein d'acteurs. Et ce qui est très bien et ce qui est normal, ce qui a vraiment animé France Active, c'est d'une part de mettre en place des solutions qui sont complémentaires avec ce qui existe. On a vraiment essayé d'analyser toutes les offres qui étaient proposées par les différents acteurs publics et privés et essayer de trouver des choses qui s'inscrivaient dans une logique de complémentarité, l'idée n'étant pas de rentrer dans une espèce de concurrence entre guillemets des offres et de créer des offres qui existent déjà. Je pense que c'est vraiment pas le moment en fait pour se lancer dans cette aventure. Donc voilà, l'idée c'était vraiment la complémentarité et puis créer aussi des solutions adaptées, puisque comme le disait Axel en préambule, on a quand même une expérience forte des modèles associatifs, on connaît très bien le secteur associatif et donc l'idée c'était évidemment de créer des solutions qui conviennent aux associations et qui répondent à vos enjeux et à vos besoins, même si comme tout le monde on a avancé aussi pas à pas puisqu'on a découvert la situation pas à pas au cours de l'année. Dans les actions d'urgence qu'on a lancées, juste un bref rappel pour toutes les associations qui sont connectées, pour celles qui ont déjà fait appel aux solutions France Active et qui ont déjà des prêts en cours et des prêts bancaires garantis par notre société de garantie
qui continue à courir, entre guillemets, on a proposé d'avoir des solutions de rééchelonnement, c'est-à-dire étaler, en fait, allonger la durée de remboursement possible de ces prêts. Et pour ceux qui étaient garantis, on s'est évidemment allié avec nos partenaires bancaires. Tout ça pour que, évidemment, ça permette de donner un peu de souplesse et de temps aux associations. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours possible aujourd'hui. Typiquement sur les garanties, il y a près de 10 000 garanties sur prêts bancaires qui ont été rééchelonnés dans la durée. Donc n'hésitez pas à faire appel aux associations territoriales si vous avez besoin enfin en tout cas si vous voulez échanger avec eux sur ce point. Voilà, le point sur lequel on a beaucoup travaillé et sur lequel on voulait insister aujourd'hui, c'est toute la question de la relance, puisque effectivement il y a les aides d'urgence et puis après il y a comment on peut essayer de mettre en perspective tout ce qui se passe et de penser à une vision un peu plus long terme. Comme le disait Axel, c'est vraiment ce qu'on propose en fait dans l'offre relance de France Active, c'est au-delà de la question du financement, avoir un temps pour essayer de bien comprendre quelle est sa situation et du coup comment on peut y répondre dans la durée avec en essayant de poser, même si le contexte est compliqué, une vision à un peu plus long terme. Voilà, ça c'est aussi quelque chose, enfin ça rejoint ce que je disais au départ, mais qu'on a essayé de construire avec d'autres, c'est-à-dire que l'idée c'est que du coup cette relance puisse se construire en coopération avec à la fois les financeurs mais aussi d'autres acteurs pour qu'il y ait une démarche extrêmement coopérative dans la sortie de crise, entre guillemets. Voilà, puisque en tout cas, vous le verrez dans l'offre financière du coup lancée qui s'appelle le prêt relève solidaire, on est aujourd'hui soutenu par de nombreux partenaires. Alors de nombreux partenaires nationaux, en premier lieu la Banque des Territoires, le Crédit Coopératif qui est présent aussi ce matin. Et puis beaucoup de partenaires locaux. Alors on n'a pas pu mettre tous les logos ici, mais il y a énormément de régions qui nous soutiennent, la région Bretagne, la région Centre-Val de Loire, la région Pays de la Loire, énormément de départements et de métropoles. Donc voilà, l'idée c'était vraiment comment on arrive tous ensemble à trouver des solutions et des moyens pour dépasser, enfin en tout cas pour essayer de sortir de cette crise compliquée. Donc sur le pacte relance, l'offre qui est proposée aux associations est sur en fait 3 piliers. Le premier pilier, c'est vraiment un pilier d'essayer de comprendre sa situation. Et quand on dit comprendre, c'est vraiment souvent on a le clignotant qui est la trésorerie, on se dit tiens j'ai plus de sous, qu'est-ce qui se passe, il faut que je trouve des sous, enfin je caricature un peu mais c'est un peu ça. Et là l'idée c'est de dire ok j'ai plus de sous mais pourquoi est-ce que c'est lié que à la crise ou est-ce qu'il n'y a pas des choses qui étaient déjà, enfin des enjeux structurels qui étaient déjà présents avant 2020 et en fait quelle solution je peux trouver pour essayer d'apporter des réponses qui peuvent être des réponses assez variées, et ça c'est vraiment un des points sur lequel on insiste, c'est que dans toutes les associations aujourd'hui il y a à peu près 150 associations qui ont été accompagnées dans le cadre de ce pacte relance qui a été mis en place en toute fin d'année 2020. Un des principes de ce diagnostic et de cette évaluation, c'est que ça peut mener à dire tiens vous avez normalement accès à des aides d'urgence que vous n'avez pas sollicité, donc sollicitez-les, mais ça peut aussi être amené à se dire tiens peut-être qu'il faut que je repense mon modèle économique, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que je mutualise, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que je renégocie avec mes financeurs. Ça peut aussi amener à se dire tiens il faut que j'essaie de voir comment faire du résultat parce que je n'arrive pas à dégager du résultat et c'est aussi une solution pour essayer de renforcer sa situation financière.
Et ça peut aussi être évidemment faire appel à des solutions de financement pour passer un cap. En tout cas, généralement, ça permet d'avoir une vision assez large de sa situation et de faire un diagnostic global de sa situation économique et financière et de son projet. Et du coup, à partir de ce diagnostic, ça permet évidemment d'activer des solutions financières. Donc en particulier, donc là, comme je le disais, on a beaucoup de partenaires financeurs qui nous accompagnent et qui du coup nous ont permis de mettre en place un nouveau prêt qui s'appelle le prêt relève solidaire, qui est un prêt qui va peut aller jusqu'à hauteur de 100 000 € avec un taux à 0% et qui du coup est proposé pour évidemment renforcer la situation financière des associations dans cette période de crise, et puis du coup surtout permettre aux associations d'avoir une trésorerie suffisante pour essayer de repartir du bon pied et de relancer l'activité. Et puis le dernier point qui est un point vraiment important pour nous, c'est que l'idée de ce pacte relance, c'est d'essayer de créer, de travailler en tout cas toute cette action de diagnostic et de financement en collectif. Donc de mobiliser évidemment d'autres partenaires financeurs, soit des financeurs qui finançaient déjà l'association, évidemment souvent en premier lieu les partenaires bancaires, voire d'autres financeurs, évidemment renforcer l'orientation vers les dispositifs d'aide qui existent déjà, que ce soit des aides d'ailleurs au niveau national, mais aussi toutes les aides locales, et puis d'essayer de mobiliser des collectifs de partenaires pour qu'il y ait vraiment cet enjeu collectif, ce qui permet d'apporter un regard un peu plus avec différentes compétences en tout cas pour les dirigeants associatifs. Voilà, un des points importants qu'on rappelle souvent, c'est que qu'effectivement on a noté souvent des barrières peut-être culturelles, je ne sais pas si culturel c'est le bon mot, mais en tout cas parfois certains freins vis-à-vis de l'endettement de la part d'associations qui peuvent être légitimes. Un des points sur lequel, c'est justement l'intérêt d'ailleurs du pacte relance, c'est de sans doute aider à certains moments à dépasser en fait ces craintes, parce que ça permet justement d'avoir des conseils, un diagnostic, et du coup de pouvoir entre guillemets aller vers des solutions de financement en ayant bien compris les enjeux et du coup les contraintes et opportunités aussi que ça génère. Un des points importants, c'est que c'est toujours important d'anticiper et de ne pas attendre la situation de crise pour se dire tiens, il faut que je fasse appel à un financement, mais d'être plutôt dans une démarche mieux vaut trop tôt que trop tard. Et ça vraiment, je passe le message à tous les participants au webinaire parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Par rapport à l'offre, la question que posait Marion sur l'offre fonds propres, alors c'est un sujet aujourd'hui qui est très très d'actualité, puisque c'est vrai que depuis un an, il y a énormément de solutions d'urgence et puis après de solutions d'endettement qui ont été mises en œuvre, avec du coup des sonnettes d'alarme un peu partout qui se tirent en disant il y a un niveau d'endettement qui est peut-être parfois un peu trop important pour certaines entreprises. Et qui du coup nécessite à certains moments de passer à un renforcement plus long terme qui serait du coup de renforcer ses fonds propres pour essayer de schématiser un peu la partie fonds propres. C'est un peu pour un financeur le coussin de sécurité qu'on a et qui permet de voir dans la durée et d'amener oui de la sécurité à l'association. Donc nous on travaille aujourd'hui avec plusieurs partenaires, la Banque des Territoires, Région de France et puis bientôt le secrétariat d'État à l'engagement et à la vie associative pour essayer de créer, en tout cas de faire évoluer et de continuer à faire évoluer les solutions qu'on a déjà pour renforcer
les fonds propres des associations. Ça reste un sujet qui n'est pas simple, puisque c'est pas facile de trouver une articulation simple en tout cas, mais ça c'est pas vrai que pour les associations, c'est vrai pour aujourd'hui à peu près toutes les structures et toutes les entreprises. Je pense que c'est important de garder en tête d'une part deux choses, c'est que il faudra trouver des solutions, tout ne passera pas par du titre associatif, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été, beaucoup de propositions qui ont été faites autour du titre associatif, alors qu'il reste une solution possible plutôt pour les grosses associations, puisque ça nécessite une ingénierie financière et technique qui voilà, doit se faire avec des ressources humaines présentes dans l'association, et c'est pas possible, ce sera certainement pas possible pour toutes les associations, en particulier les plus petites. Donc c'est pour ça qu'on essaie, nous, en tout cas côté France Active, de réfléchir aussi à d'autres solutions qui seront plus accessibles. Et le deuxième point qu'il faut bien garder en tête, et c'est un message d'ailleurs qui a été passé et beaucoup relayé par ESS France, et on est complètement en phase avec ce message, c'est que renforcer ses fonds propres, ça passe aussi par la possibilité de faire du résultat. Et ça reste encore un enjeu pour beaucoup d'associations, avoir la possibilité de ne pas avoir toujours un résultat à zéro et un budget équilibré à zéro, puisque quand on fait du résultat, bah justement, on peut mettre de côté, épargner et justement se créer ses fonds propres. Et c'est aussi une solution qui doit être encore explorée, enfin, et même plus que jamais explorée aujourd'hui, en cette période de crise sanitaire. Un dernier point, puisque je sais que c'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup de communication. Alors aujourd'hui, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus. La seule chose, c'est que, donc comme vous le savez, Olivia Grégoire a négocié une rallonge budgétaire de 30 millions d'euros pour soutenir les associations. Donc c'est un dispositif qui s'appelle Urgence ESS. Et voilà, son lancement est imminent, puisque vous pourrez, dès ce vendredi, en savoir, enfin tout savoir d'ailleurs, même sur Urgence ESS, et la possibilité de le mobiliser, puisqu'il y aura un communiqué de presse et le lancement officiel de Urgence ESS à Rennes par Olivia Grégoire, et toutes les informations à la fois sur les possibilités pour mobiliser Urgence ESS, donc qui est une subvention, hein, ça je le dis parce que c'est une subvention qui irait a priori jusqu'à 8 000 € pour les associations. Donc toutes ces informations seront disponibles sur le site urgenceess.fr, qui sera mis en ligne vendredi. Donc je vous invite à aller enfin n'hésitez pas en tout cas à vous y rendre dès ce vendredi pour tout savoir sur ce dispositif. Et voilà, et on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, soit ce matin, soit n'hésitez pas à contacter toutes les associations territoriales du réseau France Active si vous avez des questions sur notre offre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuelle. Donc sur cette question du diagnostic, de l'accompagnement préalable pour mobiliser les bons outils, on a bien compris cette question-là. Ce que je retiens aussi, c'est la question de l'apport en fonds propres. Le premier levier que vous retenez, c'est faire du résultat. Au-delà de ça, effectivement, le diagnostic peut permettre de savoir quels outils complémentaires il est possible de mobiliser sur ce sujet, et s'endetter aussi, c'est possible, en bénéficiant d'un accompagnement sur le sujet, et de voir dans quoi ça peut s'inscrire en termes de plan de financement et de son modèle socio-économique de manière globale. Avant de passer à un temps de questions, je vais passer la parole au Crédit Coopératif avec un binôme, Emmanuel Gagnereau, qui nous donnera quelques propos introductifs. Il est directeur de l'économie sociale et solidaire au sein du Crédit Coopératif. Et l'un de ses collègues qui est sur le terrain à Strasbourg, Rodolphe Andrès, qui est chargé d'affaires, économie sociale et institutionnelle au sein du Crédit Coopératif, et qui est en lien directement avec des associations dans son quotidien.
Donc il nous a semblé intéressant d'avoir le regard de Rodolphe Andrès sur les associations du fait de cette relation quotidienne, non pas que France Active ne l'est pas, mais c'est une autre posture et une autre relation. Donc Rodolphe nous parlera du rôle de la banque qui est peut-être moins mis en avant, c'est le rôle d'accompagnement et de conseil aux associations. France Active l'a évoqué en amont. Et il nous en dira plus sur ce sujet. Voilà, je passe brièvement la parole à Emmanuel Gagnereau qui la redonnera à Rodolphe par la suite. Ok, merci Marion. Alors, on n'a pas eu le temps de faire le test micro avec mon micro. Est-ce que tout marche bien? J'ai l'impression que oui, vous m'entendez? C'est bon. C'est C'est bon. bon, ok, formidable. Bah, bonjour à toutes et à tous. Merci au mouvement de nous permettre de vous parler. C'est une très bonne initiative, effectivement, dans les temps qui viennent. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de relance et de rebond, c'est important. Pour autant, sur le terrain, vous vivez une situation où vous vous demandez comment ça va se passer dans les mois qui viennent. Donc voilà, situation délicate. Sachez que nous sommes mobilisés, je pense tous ceux qui interviennent, pleinement sur la situation pour être à vos côtés. Je dis juste un tout petit mot avant de passer la parole à Rodolphe, donc qui est sur le terrain et qui on avait le projet avec le mouvement justement de donner à voir un témoignage. Ce qu'on voulait, c'était plutôt vous montrer concrètement comment ça se passe le travail dans une banque coopérative comme le Crédit Coopératif pour accompagner nos clients de l'économie sociale et solidaire et donc des associations dans ce moment très particulier. Voilà, le parti pris, c'est vraiment de vous montrer l'envers du décor pour que vous puissiez être en situation de rebond, de co-construction avec la banque. Et donc, je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Rodolphe sur la suite. Pour ce teaser. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'organisation de ce webinaire, merci au mouvement associatif. Alors effectivement, le rôle d'accompagnement de la banque, donc moi je vais vous apporter un témoignage plutôt de terrain. Alors, je suis chargé d'affaires économie sociale et institutionnelle, ça regroupe plusieurs champs d'intervention, plusieurs types de structures avec lesquelles je suis en lien. Donc, on va avoir des structures qui sont sur des champs d'activité type culturel, sport, insertion par l'activité économique. On traite aussi avec des structures de la petite enfance, du médico-social, du tourisme social et j'en passe. Voilà, l'idée c'est de vous dire, c'est de vous exprimer un petit peu tous les champs d'intervention possibles et du coup mettre en lumière que les problématiques, les enjeux et les difficultés face à la crise sanitaire et du coup les leviers et les aides qui sont possibles pour ces structures-là, desquelles vous faites partie, sont également variés. Donc en fait dans le travail d'accompagnement, donc quand on parle d'accompagnement, on n'a pas un accompagnement générique, c'est plutôt un accompagnement qui va être adapté aux structures et à leurs problématiques. Et ça, en fait, ça nécessite à notre niveau d'écouter pour bien comprendre les enjeux, les objectifs. Il faut bien comprendre, par exemple, le projet associatif d'une structure pour pouvoir commencer à discuter et à échanger sur les solutions qu'on va pouvoir proposer. Ça induit également une bonne communication, donc il faut une communication efficace. Communication efficace, ça veut dire assez fréquente et avec un contenu qui soit assez global. Je caricature, mais voilà, la communication avec la banque, c'est pas uniquement pour parler des produits bancaires classiques, la carte bancaire, etc. Mais c'est que la banque puisse avoir une vision globale des objectifs et des problématiques que va rencontrer l'association. Donc ça, cette communication, elle va nous permettre avec nos outils et nos compétences de conseiller, de trouver des solutions, également de mettre en lien dans une logique de collectif qu'a évoqué France Active tout à l'heure. Donc concrètement, dans le cadre de la crise sanitaire, ça va prendre la forme de tout simplement déjà d'une prise de contact. On va venir aux nouvelles, où les structures vont nous contacter, ça peut aller dans les deux sens, mais c'est la première étape. Déjà, s'intéresser à comment va l'association. C'est pas parce qu'on n'a pas de nouvelles qu'on se dit tout va bien puisqu'on n'est pas contacté.
Non, on va prendre des nouvelles et on va prioriser effectivement les secteurs qu'on sait les plus sinistrés. Ensuite, ça va pouvoir prendre la forme d'informations, donc apporter de l'information sectorielle. Donc en tant que banque nationale, notamment au Crédit Coop, on a une vision nationale, donc on peut avoir des informations qui viennent de Paris et qu'on peut décliner ensuite et qu'on peut donner aux associations locales. Ça va être aussi ça peut aussi être de la mise en lien, donc dans cette idée de collectif. Donc par exemple, mise en lien avec France Active, avec le DLA qui évoquait dispositif local d'accompagnement, qui évoquait Axel, qui est un outil hyper précieux pour apporter du conseil, surtout dans les périodes difficiles comme celle-là, en lien avec le mouvement associatif, avec des fondations ou autres. Voilà. Ça va aussi prendre la forme ça peut prendre la forme d'un partage d'expériences de structures similaires dans une logique d'intelligence collective, c'est-à-dire que nous, on va avoir des structures clientes similaires qui sont sur les mêmes secteurs d'activité, et du coup, l'idée c'est de pouvoir derrière apporter et décliner les bonnes pratiques qu'on peut avoir sur certains de nos clients et qui peuvent servir à d'autres. Et puis évidemment, concrètement, il y a aussi tout ce travail de diagnostic concerté sur les besoins financiers de la structure. Donc je parle de diagnostic concerté parce qu'encore une fois, le diagnostic financier d'une association, ça ne se fait pas sans elle. C'est pas simplement en lisant un bilan ou un budget prévisionnel et sans échanger. Il faut qu'il y ait un échange pour que des deux côtés on comprenne bien, on soit sûr de bien être sur la même longueur d'onde et de bien comprendre la problématique financière que va rencontrer l'association, surtout en période de crise. Et après, à partir de ça, c'est de mettre en place une solution adéquate. Donc je pense qu'on va en parler, donc, par exemple avec le prêt garanti par l'État, des reports de dette, des outils de cession de créances, mais au-delà des outils financiers, il y a aussi parfois d'autres solutions, surtout en période dans cette période, qui vont être par exemple mettre en place un service de vente à distance sur un site internet. Voilà, donc tout ça, on va pouvoir en discuter et le mettre en place si on estime avec la structure en concertation que l'outil est adéquat et pertinent face à ces problématiques. Alors. Très bien. Concernant plus précisément en fait un outil, la question du prêt garanti par l'État, on en entend beaucoup parler. On a l'impression que c'est une solution qui peut être intéressante, pertinente. Mais pour vous, en fait, du regard et de votre relation au quotidien avec les associations, dans quelle mesure cette solution de financement peut être utile? Et pouvez-vous nous indiquer dans quel cas, si vous avez un exemple un peu concret, où vous avez estimé pertinent de conseiller cette solution à l'un de vos clients, à l'une de vos associations clientes? Oui, très bien. Alors, donc le prêt garanti par l'État, effectivement. Alors déjà, c'est quoi? C'est un dispositif, c'est un outil financier qui est né avec la crise sanitaire, qui a été construit par l'État avec la contribution des banques, donc à mon sens de toutes les banques. Il me semble. C'est un outil qui vise à répondre à une situation d'urgence, donc qui est modelé de telle façon à ce qu'il puisse être mis en place avec une grande réactivité. Il prend la forme d'un prêt, comme son nom l'indique, avec une possibilité de différer. Je rentrerai un peu plus dans les détails. Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'il vise à compenser le déficit de trésorerie, un déficit de trésorerie d'une association ou d'une structure tierce qui serait lié à la crise sanitaire, directement lié à la crise sanitaire. En fait, le PGE, il n'a pas initialement pour objectif de financer des investissements ou de financer de compenser des difficultés qui seraient antérieures à la crise sanitaire. Donc, à qui il s'adresse? Donc, bon, alors je me concentre sur les associations évidemment, donc je vais pas élargir. Il s'adresse aux associations employeuses ou qui payent de l'impôt ou qui perçoivent des subventions publiques. Alors, par contre, il y a un cas d'exclusion, c'est les structures qui étaient en procédure collective au 31/12/2019. Toutes celles qui sont entrées en procédure collective après cette date peuvent quand même accéder au PGE en théorie. Alors, comment ça marche? Et comment ça marche hors exception? Je ne vais pas rentrer dans l'ultra détail, mais le principe, c'est que le montant du PGE, c'est au maximum 25% du chiffre d'affaires
de l'association, plus les dons des personnes physiques, donc le mécénat est exclu de l'assiette de calcul du PGE, plus les cotisations des membres. Et là, on se base sur le bilan et le compte de résultat 2019. C'est un contrat de prêt, donc ça sous-entend un engagement qui est signé avec la banque, et la banque reste souveraine dans sa décision. La durée du PGE, ce sera au maximum 6 ans en tout, à savoir qu'il y a une première phase qui comprend 1 an de différé induit, du capital et des intérêts. Au bout d'1 an, l'association va avoir plusieurs choix. Donc, soit elle rembourse le PGE à 100%, soit elle le rembourse partiellement, soit elle décide de le faire entrer en amortissement. Alors, pour le faire entrer en amortissement, elle va pouvoir choisir entre se laisser, si elle choisit cette option, encore 1 an de différé, puis amortir le PGE sur 1 à 5 ans. Ou alors elle le fait entrer en amortissement tout de suite. Donc vous avez compris qu'au maximum, il y a 2 ans de différé. Alors, le PGE, quand vous allez voir votre banque, il faut savoir qu'il peut être réparti entre plusieurs banques selon l'intensité des relations que vous avez avec elles. Et puis, chose très importante, c'est pas un outil de droit commun qu'on va mettre en place automatiquement. Ça nécessite, encore une fois, un dialogue et un diagnostic. Parce que c'est une dette, donc c'est engageant. Moi, par exemple, ce que je demande nécessairement quand on me sollicite pour un prêt garanti par l'État, c'est un plan de trésorerie, une projection à 12 mois. Alors oui, en période de crise, on n'a pas de boule de cristal. Maintenant, c'est toujours intéressant d'avoir un plan de trésorerie avec une hypothèse basse, une hypothèse lambda et une hypothèse haute. Et voilà, on va se dire, au pire des cas, quelle serait la situation, et dans le meilleur des cas, quelle serait la situation. Voilà. Alors, simplement sur le PGE, je tiens quand même à pointer quelques éléments. Alors, le prêt garanti par l'État, c'est très intéressant parce qu'il permet de préserver, d'être mis en place très rapidement et de préserver la trésorerie. Donc, théoriquement, ça peut aller jusqu'à 25% du budget, soit quand même un trimestre de fonctionnement. Et puis, il y a cette possibilité de différer de remboursement qui permet de laisser de l'air, surtout qu'on est dans une période où il n'y a pas de visibilité. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, il faut se méfier je mets en garde sur 2 points. D'une part, ça peut paraître évident, mais c'est de l'endettement, le PGE. Donc, le PGE, il ne sert pas à rééquilibrer un budget qui serait déséquilibré. C'est un outil parmi d'autres, mais il doit être remboursé. C'est de la dette. Et puis, il faut se méfier des effets d'aubaine. Alors, j'ai eu des cas où on a des structures qui, objectivement, n'ont pas forcément besoin de prêts garantis par l'État aujourd'hui, mais qui en font quand même la demande, au cas où, on va dire ça comme ça. Le problème avec cette logique, c'est que ça va grossir l'endettement de la structure. Et si derrière, la structure a un projet d'investissement, par exemple, qui nécessite de s'endetter, peut-être à plus long terme, ça peut être bloquant. Donc le PGE, c'est pas un prêt immobilier, c'est pas un prêt qui sert à financer du matériel, c'est vraiment un prêt qui doit servir à compenser la baisse de trésor induite par la baisse de chiffre d'affaires liée à la crise sanitaire. Alors peut-être juste 2 exemples rapidement d'accompagnement concret en PGE. Alors j'ai pris l'exemple d'une association qui a un agrément entreprise d'insertion, qui est sur des activités d'entretien des voiries, entretien des berges, donc plutôt des activités extérieures, un budget annuel d'environ 500 000 € entre 10 et 15 salariés, et puis ses clients, c'est majoritairement la SNCF, des communautés de communes en zone rurale et un conseil départemental. Donc après un diagnostic concerté avec la structure, on décide de mettre en place un prêt garanti par l'État pour compenser la perte de chiffre d'affaires liée au premier confinement, parce que les activités se sont complètement arrêtées. Donc on se met d'accord sur 60 000 €, ce n'est pas le maximum qu'on aurait pu allouer légalement, mais par contre, on a vu avec la structure que c'était le bon équilibre. Pas trop d'endettement, mais suffisamment pour lui permettre de passer cette période. En parallèle, et je pense que c'est intéressant de préciser, il n'y a pas que le prêt garanti par l'État dans l'accompagnement financier de la banque. On a mis en place des reports sur des crédits baux qu'on a en cours avec cette structure pour, encore une fois, baisser le poids de ses charges fixes dans la période compliquée. Et puis on a mis en place aussi une solution de cession de créances, d'affacturage, pour pallier au délai des clients, notamment la SNCF et les Comcom, qui parfois ont des délais
très long en fait pour payer les factures qui leur sont transmises, donc pour supprimer ce besoin en fonds de roulement. Un deuxième exemple rapidement, c'est celui d'une crèche associative, donc qui a un budget annuel de 250 000 euros, 5 salariés, une quinzaine de berceaux. Alors pas de chance, elle a souhaité, donc c'est une association qui gère une crèche, pardon. Donc cette association a souhaité ouvrir une deuxième crèche, mais le timing était malheureusement assez malheureux en fait, hein, parce que l'ouverture était prévue début mars 2020. Et du coup, cette association elle a engagé des dépenses, des charges fixes, du loyer, elle a commencé à embaucher, et évidemment elle a investi. Elle a acheté du matériel qui pour partie a été autofinancé. Donc évidemment la trésorerie s'en est vue fragilisée. Et puis les recettes sont pas arrivées, puisqu'avec le premier confinement, l'association n'a pas pu facturer, n'a pas pu contractualiser avec les familles. Donc on a mis en place un prêt garanti par l'État de 30 000 euros pour compenser ça. Encore une fois, ce n'était pas le maximum possible légalement, mais au regard du plan de trésorerie qu'on a travaillé avec que la structure a travaillé et qu'on a challengé, on a vu que c'était le montant idéal pour passer la période difficile. Et aujourd'hui, tout va bien, la deuxième crèche a pu ouvrir ses portes. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour cet exemple concret. Pour finir votre intervention, excusez-moi, je perds la voix, c'est dommage. Si vous aviez un message clé à donner à nos participants et nos participantes aujourd'hui sur la relation qu'ils peuvent entretenir avec leur banque. En règle générale, vous avez la place du banquier qui n'est pas toujours la plus facile, mais je pense qu'on a bien compris le rôle que vous souhaitez y donner. Donc si vous avez un message à leur donner aujourd'hui. Dans le cadre de la crise, mais aussi plus généralement, c'est peut-être déjà de ne pas rester isolé. Alors dans le monde associatif, ça se fait assez naturellement parce qu'il y a des fédérations qui sont assez puissantes et qui sont très proactives. Et puis on a aussi des valeurs du monde associatif qui permettent d'éviter cet isolement, à savoir l'intelligence collective, les valeurs du partage. Et ben en fait, pour moi, ça s'applique aussi avec la banque qu'il faut voir comme un partenaire, parce que ça va être beaucoup plus facile pour la banque d'intervenir en amont quand on a une discussion en amont des difficultés, plutôt qu'intervenir en tant que pompier. Donc voir la banque comme un partenaire, la consulter en amont pour anticiper ensemble les problèmes. Tout comme une association peut aller voir France Active en amont également. Et d'ailleurs, c'est pas rare qu'on puisse organiser des petits tours de table en lien avec des associations territoriales de France Active, pour essayer de trouver des réponses et des solutions communes et concertées en fait avec les autres acteurs de l'accompagnement des associations. Voilà, donc voir la banque comme un partenaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, a priori, votre intervention est intéressée puisqu'on a une question qui est: faut-il être client du crédit coopératif pour bénéficier de votre accompagnement? Je pense que je peux répondre à la question déjà. Oui, il me semble que le crédit coopératif est sur cet angle-là, mais peut-être que il y aura quelque chose à développer dans ce sens-là. Il y a une question sur les taux d'intérêt qui seront appliqués par les banques si on bascule. Alors là, c'est très technique, pour moi en tout cas, sur un prêt amortissable au bout d'un an ou deux de prêt garanti par l'État. Je peux refaire la question. Alors, ouais, effectivement, c'est une question technique. Alors, il faut avoir en tête aussi une chose, c'est que on a le droit de pas y répondre tout de suite. Hein. Alors, il faut aussi avoir en tête qu'il y a le coût de la garantie, qui est aussi le coût de la garantie de l'État, sur laquelle on a une visibilité aujourd'hui, qui est effectivement progressive en fonction de la durée choisie. Parce qu'encore une fois, on peut rembourser le PGE au bout d'un an, hein, pas obligé d'aller au bout des 5 ans. Et pour ce qui est des taux d'intérêt bancaires, en fait, là, c'est au cas par cas. Donc, chaque réseau bancaire va appliquer des taux qui jugera bon de communiquer au moment venu. Mais faut bien avoir en tête que, évidemment, le taux il sera progressif en fonction de la durée, pour éviter, à mon sens, les effets d'aubaine. Et voilà.
pas de réponse précise de chiffres à donner pour le moment. Très bien. On est peut-être sur ce que vous évoquiez, qui est d'avoir un dialogue avec son conseiller sur la situation particulière pour pouvoir effectivement préciser la réponse qui n'est pas universelle, on va dire, et pas générale, mais plutôt liée à un cas particulier d'une association, si je comprends bien ce que vous avez dit auparavant. On a une question pour France Active sur la question des critères d'obtention du prêt relève solidaire. Emmanuel, je ne sais pas si tu veux répondre. Oui, critères d'obtention, il n'y a pas de critères particuliers hein, en tant qu'association. On peut y faire appel. C'est pas du tout. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de seuil ou de lien avec le chiffre d'affaires ou de. Alors, je voyais d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une autre question où il y a plusieurs personnes qui posaient des questions. Je ne suis pas en difficulté. En gros, est-ce que je peux quand même être aidée Alors, juste quand même pour rappeler, hein, parce qu'effectivement, c'est une bonne question. Il y a plein d'associations qui ont été fortement impactées par la crise, mais il y a aussi plein d'associations qui ont été impactées par la crise peut-être positivement. Enfin, je veux dire, il y en a aussi pour qui c'est des possibilités de développement, et tant mieux. Hein, tout n'est pas noir ou blanc. Donc, ce qui est clair, c'est que nous, l'offre prêt relève solidaire est effectivement beaucoup plus destinée aux entreprises, enfin aux associations qui rencontrent des difficultés. Mais par ailleurs, France Active continue toujours à mobiliser des solutions pour les associations qui existent depuis de nombreuses années, et vous pouvez toujours en bénéficier. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une situation je dirais d'urgence ou en tout cas avec un fort besoin d'accompagnement parce que vous avez un impact fort sur votre situation financière du fait du contexte, ou que vous soyez dans une situation où vous êtes en train d'investir. Je voyais la personne qui pose la question de l'institut de formation. Parce que vous avez de nouvelles opportunités de développement ou que vous souhaitez complètement faire évoluer votre manière d'agir auprès de vos bénéficiaires, France Active peut vous aider à concrétiser tous ces projets sans aucun souci. Très bien. Il y a une autre question sur la question des délais d'attente pour bénéficier d'un accompagnement, j'imagine dans le cadre de ce prêt relève solidaire en particulier. Est-ce qu'il y a des délais? Est-ce que entre le moment où la structure vous contacte et le moment où l'accompagnement se met en place, vous avez une idée du temps? Délai d'attente, c'est un peu compliqué de répondre comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contact qui sera rapide. Après, le principe, en tout cas sur le prêt relève solidaire, c'est qu'il y a quand même après tout un travail qui s'engage, en tout cas un échange qui s'engage pour essayer de comprendre ensemble la situation. Donc ça c'est aussi du coup on est aussi entre guillemets tributaire du temps que vous, association, vous pourrez consacrer à ça. Enfin, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'être dans un. C'est en fonction de la disponibilité et de l'échange. Ça peut aller plus ou moins vite. Hein, donc c'est pas que le conseiller France Active qui arrive et qui donne ses conseils. Hein, c'est aussi comment on trouve ensemble des solutions. Donc il y a une part de travail et de diagnostic qui est aussi fait par le dirigeant associatif lui-même. Très bien. Parfait. Voilà. Après, on n'est pas sur des délais d'un an, hein, on est sur des délais relativement rapides. Mais comme je le disais, le plus tôt le mieux, et vaut mieux trop tôt que trop tard. Ce qui est certain, c'est que on ne peut pas imaginer se dire on essaie de comprendre une situation et d'y apporter des solutions en 48 heures. Ça c'est juste une réalité, donc il faut évidemment anticiper au maximum les demandes pour avoir le temps d'y travailler. Très bien, c'est la différence entre l'accompagnement d'associations en grande difficulté et l'accompagnement pour des structures où la relance est encore possible. Les formes d'accompagnement, on le sait, sont
assez différentes et vous l'avez évoqué. Alors je vais reprendre assez rapidement les questions auxquelles des réponses étaient apportées pendant le courant de ce webinaire. Il y avait une question sur le caractère payant du PAC Relance de France Active pour les associations. Donc il a été précisé que l'accompagnement et le financement est totalement gratuit dans le cadre du pacte Relance. Par contre, le prêt Relais solidaire peut éventuellement, enfin, c'est un prêt à taux zéro si je me trompe pas. Donc dès qu'il faut rembourser à un moment. Alors après, effectivement, il y a quand même l'enjeu, hein, c'est-à-dire que nous on est accompagné par des partenaires financeurs et qui nous prêtent cet argent, et donc du coup, effectivement, il est nécessaire de le rembourser. D'accord. Alors, il y a une question sur les moyens d'intervention de France Active sur l'ensemble du territoire. Par exemple, en Dordogne, alors que l'association la plus proche est à Bordeaux. Donc, il y a un lien qui a été donné sur le site de France Active pour trouver le point d'accueil le plus proche. Pour activer le pacte de relance, les associations territoriales sont-elles les bons interlocuteurs? Faut-il solliciter France Active? Donc en fait, vous avez précisé dans la réponse le lien entre France Active nationalement et les 40 associations territoriales qui proposent ce pacte de relance. Donc il y a bien le lien entre le siège de France Active à Montreuil, donc à côté de Paris, et les 40 associations territoriales. Il y a une coordination entre les offres. Et toujours l'interlocuteur en région, donc toujours le plus proche de chez vous. Et là, vous avez vraiment toutes les coordonnées, mail, téléphone, sur le site internet de France Active avec la carte, voilà, où vous pouvez trouver tous ces éléments. Très bien. Peut-on faire appel au pacte relance même si on n'a pas de problème de trésorerie? Donc ça a été précisé. Les solutions qui vous ont été présentées aujourd'hui sont des solutions qui sont mises en place pour faire face à la situation particulière et le contexte particulier dans lequel on est. Nonobstant, il y a d'autres solutions en accompagnement qui permettent d'asseoir son plan de financement, son modèle socio-économique pour permettre de maintenir une activité. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on était plus spécifiquement sur ce sujet-là puisqu'il y avait des éléments d'actualité plus précis. Mais les acteurs présents aujourd'hui peuvent aussi proposer des accompagnements sur ce sujet. Alors, il y a une question sur le titre associatif. Alors, c'est un grand sujet. On pourra mettre les liens sur la question du titre associatif. Il y a un lien qui vous a été mis dans le chat et on pourra aussi, on vous transmettra un état des lieux un peu plus complet sur l'enjeu de renforcement des fonds propres. Sur la définition des fonds propres, donc c'est une question qui est vaste, c'est ce qui a été dit, c'est des ressources qui sont plus durables pour l'association et qui vous appartiennent contrairement à des dettes ou aussi à des subventions qui notamment liées à la réalisation d'activités qui ne peuvent pas être considérées comme des fonds propres. Mais par exemple, si vous avez des cotisations à votre association qui ne sont pas affectées à une activité particulière, vous pouvez très bien choisir de les consolider en fonds propres ou comme on l'a dit, si vous menez des activités et que vous avez réussi à dégager un excédent raisonnable, vous pouvez aussi le consolider dans vos fonds propres. Alors voilà. Donc vous avez des éléments et des liens dans ce plan. Faut-il un document officiel indiquant que nous sommes dans le secteur de l'ESS? Alors la loi ESS prévoit ça, c'est-à-dire que vous avez les différents aspects, mais les associations sont de droit de l'économie sociale et solidaire. Il y a une précision qui a été apportée dans le chat sur les entreprises commerciales qui doivent solliciter un agrément spécifique qui s'appelle l'agrément ESUS. Et donc vous avez un lien pour en connaître plus de détails. Bonjour, l'urgence ESS est-elle ouverte aux associations non lucratives qui ont leurs actions à l'international? Alors, Emmanuel a répondu oui. Par contre, le
Le dispositif Urgence ESS est ouvert aux associations de droit français, donc que ce soit les associations de loi 1901 ou de loi de 1905 pour les associations d'Alsace-Moselle. Les organisations étrangères, sauf erreur de ma part, ne pourront pas avoir accès à ce plan d'urgence. Voilà, et enfin, pardon ? Non, je reprécise que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur Urgence ESS. Vraiment, toutes les informations sur le dispositif seront disponibles à partir de vendredi sur le site Urgence ESS. Je regarde .fr. On vous a mis le lien et le site sera activé vendredi et vous aurez voilà urgence-ess.fr. Vous aurez vraiment tous les éléments, y compris les modalités pour accéder à ce dispositif, les caractéristiques de ces subventions en fonction de votre association, et puis les critères d'accès. Donc effectivement, ça peut rejoindre les critères enfin les questions qui étaient posées dans le chat. Et ça, ce sera vraiment très très bien détaillé sur le site à partir de vendredi. Donc n'hésitez pas à vous y rendre vendredi cette semaine, donc le 22, si je ne me trompe pas, il y aura tous les éléments annoncés par la ministre. Très bien. Où peut-on trouver les appels d'offres de France Active? Alors, Emmanuel a précisé que le France Active ne fonctionne pas en appel d'offres. Il suffit de contacter les associations territoriales. Je vais maintenant basculer aux questions sur le Fonds de solidarité. Pour revenir à nos questions de départ, il me semble qu'on a déjà répondu à la question. Lucie, tu vas me confirmer. Peut-on changer chaque mois de méthode de calcul de la perte du chiffre d'affaires? Moyen ou mois le mois? Il me semble que tu as dit oui tout à l'heure. On ne t'entend pas, par contre. Mais je crois que tu as dit oui. Ouais, mieux. J'ai répondu Très oui. bien. Faut-il considérer le chiffre d'affaires facturé ou le chiffre d'affaires réel? Alors ça, je n'ai pas la réponse, on le fera dans vos questions et on vous apportera les différentes réponses. Bonjour, certaines sources précisent que le chiffre d'affaires doit être calculé sur la base de facturation émise. Certaines recettes ne déclenchent pas de facturation comme les cotisations des adhérents. Comment le justifier? Ça, c'est une question assez précise. Je ne sais pas si tu as la réponse, Lucie, mais je pense qu'on pourra investiguer en tout cas pour avoir des éléments de réponse là-dessus. Voilà. Une indemnité d'annulation en lieu et place d'un contrat de cession est-il à inclure dans le chiffre d'affaires pour le fonds de solidarité ou est-il considéré comme un don? Ça, c'est aussi très précis. Ça, c'est aussi très précis. Voilà, là, on est dans les questions ultra techniques pour lesquelles il faut des précisions de l'administration et je n'ai pas... Très bien. Nous sommes une association d'initiation à l'environnement. On travaille essentiellement avec des écoles et donc nos activités est très très ralentie. Peut-on bénéficier de ce nouveau fonds de solidarité? Bah, si vous répondez aux différents critères et que vous justifiez d'une perte de chiffre d'affaires selon la définition qui a été édictée, oui. Et si on a un salarié et on n'est pas soumis à l'impôt commercial? Vous pouvez y accéder. C'est soit l'impôt commercial ou vous êtes employeur. Quid des associations n'ayant que des membres bénévoles? Bah, si c'est une association qui n'a que des membres bénévoles et qui n'est pas soumise aux impôts commerciaux, elle ne peut pas accéder. Mais il peut y avoir d'autres types d'accompagnement qui peuvent être mobilisés sur les territoires. Donc ce ne sera pas des solutions financières telles qu'on vous a présentées aujourd'hui, mais il y a sur l'ensemble du territoire des centres de ressources d'information pour les bénévoles, des points d'appui à la vie associative, des maisons des associations, des mouvements associatifs régionaux aussi qui peuvent vous accompagner sur d'autres solutions que celles qui ont été présentées aujourd'hui pour travailler à l'animation de leurs projets associatifs. Alors, la question de la méthode. Est-ce que l'on doit compter l'aide Covid dans le chiffre d'affaires perçu au titre du mois d'avant? Alors, je ne sais pas ce qu'est l'aide Covid personnellement, mais peut-être que tu sais, Lucie. Non. Alors, ce
que je vous invite à faire, c'est de préciser votre question par mail et on essaiera d'y répondre. Association humanitaire qui emploie une salariée à quart de temps, 10 heures par semaine, est-ce qu'on peut être pris en compte? Oui. Les dons des particuliers sont-ils pris en compte dans le chiffre d'affaires? Non, normalement, ils sont déduits. Tout ce qui est dons, c'est déduit. Bonjour, la perte de chiffre d'affaires se calcule mensuellement, s'il vous plaît. Je crois que oui, puisque les déclarations sont faites à titre mensuel. Je me teste en même temps. Pour l'aide éventuelle de janvier 2021, quel serait le chiffre d'affaires à prendre? Janvier 2019 ou janvier 2020? Le problème, c'est que c'est la grosse question. On attend le décret puisque les modalités Très sont bien. changées. Alors, l'interface à utiliser est-elle espace pro impôt.gouv par FR ou espace perso du représentant de l'association? Non, c'est votre espace professionnel en tant qu'association. Puisque vous engagez la responsabilité de votre structure, et pas la vôtre. Quels sont les dispositifs éligibles pour les associations non employeuses? J'ai répondu un petit peu à la question. Oui, il y a une petite. Enfin, c'est vrai que ce webinaire n'a pas listé l'ensemble, parce qu'il y a quand même énormément de dispositifs d'aide. Alors vous avez des dispositifs d'aide déjà au niveau de votre mairie, qui sont souvent mis en place, au niveau du département, au niveau de la région. D'ailleurs, les associations se tournent massivement vers les collectivités territoriales, c'est ce qu'avait montré notre enquête. Vous avez le Fonds de développement pour la vie associative qui va avoir plus 15 millions d'euros cette année, notamment pour faire face à l'urgence. Les appels à projets du Fonds de développement pour la vie associative, ils sont en train d'être publiés sur le site asso.gouv.fr, donc je vous invite à y aller, puisque vous avez des appels à projets par région et par département. Et puis, vous avez aussi certaines aides sectorielles qui existent. Je n'ai pas la liste de toutes les aides sectorielles, mais en fonction de votre secteur, il existe différents types d'aides. Je vous invite à aller sur le site des ministères concernés. Très bien. Alors, je vais prendre une ou deux dernières questions sur le sujet. Est-ce que quand on perçoit le fonds de solidarité, est-ce qu'il doit être inclus dans le chiffre d'affaires ensuite? Je crois que non. Je crois que non. Je crois que non, puisque c'est une aide, donc non. Enfin, a priori, je pense que non. Que veut dire une association fermée administrativement? Alors, il y a une association qui a été fermée, par exemple une association qui ferait un restaurant, par exemple. Enfin, c'est toutes les activités qui sont interdites dans le cadre de la crise. D'ailleurs, dans notre infographie que nous allons vous diffuser, il y a la liste et le renvoi vers les secteurs précis qui sont interdits, listés par décret. Est-ce que fermer administrativement concerne également des actions d'urgence aide Covid telles que les maraudes? Donc, comme vient de le dire Lucie, on vous transmettra l'infographie où il y a l'ensemble des situations sur le sujet. Sachant que les maraudes ne sont pas interdites puisque c'est partie des exceptions. La partie solidarité intérêt général, c'est souvent partie des exceptions pour pouvoir continuer à mener une activité. Je sais que les maraudes... Très bien. Alors, je crois que Emmanuel Gagnereau veut nous dire un petit mot avant que je conclue et que je prenne les dernières questions. Merci Marion. Je voulais juste faire un petit point sur... Il y a beaucoup de questions très techniques sur les dispositifs, sur les aides des différents dispositifs en général. Un point de vigilance, je pense que c'est très important. Vous avez beaucoup de questions, donc ça veut dire que vous avez besoin d'informations. C'est vrai qu'il y a un maquis et une jungle de dispositifs dans laquelle on le voit bien, les structures ont parfois du mal à se repérer. Pour autant, je pense qu'il y a quelque chose qui a été dit déjà là par Emmanuel, France Active, et qu'on partage complètement, on s'inscrit vraiment dans la même logique. Il faut vraiment utiliser les ressources d'accompagnement, donc c'est-à-dire les personnes que vous allez voir en face de vous, par exemple Rodolphe, là pour le crédit coopératif, ou un chargé de mission France Active, ce sont des boussoles. Et dans la période actuelle, l'accompagnement, il y a les outils financiers, il y a les dispositifs, évidemment, c'est clé. Maintenant, on voit bien qu'il va falloir de la stratégie. Il va falloir de l'accompagnement, être mis en lien avec différents partenaires, être mis en lien avec des possibles nouveaux marchés, des nouvelles solutions, des nouveaux services à construire, etc., etc., etc. Et c'est vrai que, évidemment, nous, notre métier, c'est
de financer, d'accompagner. On essaye de faire évoluer notre accompagnement aussi pour pouvoir avoir la capacité de passer la balle avec les autres acteurs. Évidemment, France Active fait partie des premiers, bien entendu, mais je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent d'avoir cette attitude et cette possibilité de saisir aussi les interlocuteurs accompagnants et financeurs comme des ressources boussoles pour trouver des solutions comme des partenaires. Ça a été dit à plusieurs reprises, c'est pas un vain mot. Il faut vraiment avoir ce dialogue de gestion intelligente, stratégique, qui permet de trouver des solutions et de faire face aux situations sur les territoires, quoi. Voilà, un tout petit mot, je pense que c'est vraiment important de dépasser la logique technique, dispositif, qui est très important, mais il faut garder aussi une ouverture sur un accompagnement stratégique que France Active ou le Crédit Coop et d'autres apportent sur le terrain. Merci Emmanuel, et effectivement tous les réseaux associatifs aussi, les réseaux de l'accompagnement sur les territoires qui sont à la fois sur les associations employeuses et peut-être non employeuses, et nous réfléchirons à un message et une attention particulière aux associations de bénévoles qui effectivement sont sur des difficultés aussi pour se relancer. On y travaille au niveau du mouvement associatif, notamment avec un travail constant sur le renforcement de la chaîne de l'accompagnement des associations. C'est un travail de longue haleine. On a vu aujourd'hui l'importance de l'accompagnement au-delà des outils et des dispositifs, et on continuera à marteler cette question avec nos partenaires, donc France Active, le Crédit Coopératif, la Mutuelle Corum aussi aujourd'hui. Eh bien, je tiens à vous remercier en tout cas pour vos interventions. J'espère qu'on a réussi à répondre à quelques questions. Je ne pense pas qu'on ait répondu à toutes les attentes en 1h30, mais en tout cas, on a essayé de faire le maximum. Ce qu'on va vous faire, c'est vous envoyer le lien vers le replay de l'enregistrement de ce webinaire, et surtout les différents éléments de ressources sur les questions d'accompagnement, mais sur les questions d'outils aussi, et avec les éléments de contact, puisque comme on l'a dit, dans beaucoup de cas, les associations ont des situations spécifiques qui nécessitent une interlocution spécifique, et donc n'hésitez pas à utiliser ces différents interlocuteurs pour pouvoir dialoguer avec eux sur votre situation actuelle. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas dans le cadre de la relance, mais plutôt dans le cadre de la consolidation de votre activité. Mais en tout cas, je pense que c'est le message qu'on a tous voulu vous faire passer, c'est le dialogue avec des personnes qui peuvent vous répondre et vous permettre de formaliser un plan d'action qui peut permettre de consolider votre action. Je tiens à remercier aussi la Mutuelle Corum, pour qui on a testé en manière ultime leur solution, puisque nous avions plus de 900 inscrits aujourd'hui à ce webinaire pour une capacité de 500 places. Donc c'était un peu tendu pour eux. Et il me reste en tout cas à vous souhaiter une très bonne journée, vous souhaiter tous bon courage pour cette période compliquée pour nous toutes et tous, et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Merci, bonne journée.